my great honor today to introduce to you one of the greatest thinkers of our age, Herbert Marcuse. Pour avancer un peu plus au travers de ce dossier du dernier numéro de Réfléchir et Agir, il y a un excellent article signé Tomislav Sunic, tu nous l'as présenté tout à l'heure Eugène, comme un contributeur assez régulier de la revue, sur les États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis ? C'est quand même quelque chose de bien particulier parce que l'Amérique en général représente une espèce de modèle, un laboratoire, une espèce d'absolu à atteindre à tout prix. Et on se rend compte comme si, on en parlait tout à l'heure hors micro, avec Lord Tesla, en essayant de trouver un modèle d'intégration, en tout cas de société multiraciale ou multiculturelle qui ait pu fonctionner. Il n'y en a pas, très clairement il n'y en a pas, mais le cas américain est quand même très particulier, et dans cette relation qu'on a un petit peu bizarroïde avec les États-Unis, on se rend compte qu'on est peut-être dans une espèce de projection de cette société qui nous attend, en tout cas de ce monde qui nous attend, et d'une vision de ce que peut être la France dans 20, 30 ou 40 ans, peut-être même plus tôt d'ailleurs. Ce qui est fascinant avec les États-Unis, c'est essayer de comprendre pourquoi, il y a encore 50 ou 60 ans, on l'a peut-être oublié, mais ce pays vivait encore sous un régime de ségrégation raciale. Au moins pour la partie sud des États-Unis. Au moins. Il y avait des écoles pour les Blancs, des écoles pour les Noirs, ils allaient pas... ainsi de suite. Etc., etc. Bon. Et comment, 50 ans après, il se retrouve avec un président noir à la tête des États ? Comment un obscur travailleur social d'un faubourg de Chicago se retrouve à la tête de l'État le plus puissant de la planète ? Il n'y a jamais de hasard dans l'histoire. Bon, il se trouve que Tomislav le raconte bien, il le dit bien, il y a eu des courants qui ont été travaillés pendant des années pour l'égalité raciale, pour abolir la ségrégation, pour la discrimination positive. Et les gens qui ont créé ce climat, cet état d'esprit, etc., c'est pas n'importe qui, c'est notamment une école de pensée qu'on a appelée l'école de Francfort. Les gens de l'école de Francfort, c'est des gens comme Herbert Marcuse, le théoricien de l'homme unidimensionné, c'est-à-dire nomade, sans racines, etc. C'est des gens comme Horkheimer, Adorno, etc. C'est des gens qui sont des juifs issus d'Europe de l'Est, qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 20, qui ont fui des pogroms en Europe de l'Est et qui ont théorisé la chose suivante. Ils se disent, si on vit dans une société homogène, blanche, par définition, la communauté juive, elle est toujours en danger. Par contre, si elle vit dans une société mélangée, c'est une communauté parmi une autre, elle est moins visible. Donc, ils théorisent tout ça, l'éclatement de la société blanche, etc., etc. Et donc, on en arrive à la situation d'aujourd'hui. On élit un président noir. D'ailleurs, le mentor de monsieur Obama, c'est quelqu'un qui est assez inconnu quand on connaît pas bien un peu les États-Unis. C'est le théoricien de la discrimination politique. Il s'appelle Saul Alinsky. C'est une sorte de juif trotskiste américain, etc. C'est lui le théoricien. C'était lui le mentor politique d'Obama à ses débuts. C'est lui qui l'a formé politiquement, etc. Voilà. Ça, c'est une réflexion intéressante pour montrer qu'en France aussi, il y a des courants qui travaillent depuis des décennies à faire la promotion sur l'égalité des races, etc. C'est pas seulement le grand patronat, c'est des ligues de vertu, et puis c'est tout un business qui s'est créé autour de ça, toute une confédération, toute une nébuleuse dans le showbiz, dans la pub. Mais peut-être, pour revenir par rapport à ce que tu dis là, il y a quand même une spécificité américaine par rapport à un discours biblique. On sait que les États-Unis est un pays bien particulier, c'est un pays qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas cette ancienneté que nous, on peut revendiquer comme un terreau, comme une véritable identité qui s'insère un peu sur une durée. Et là, Sunic le définit bien par rapport au discours biblique. On voit bien, c'est quand même quelque chose de très particulier. Lorsque le président américain est élu, il prête serment sur la Bible. Est-ce que tout ça, on parle justement dans l'article comme la Bible comme un vademecum législatif dans n'importe quel système et qui donne bonne conscience. Est-ce qu'on peut faire cette liaison entre humanisme, ce rapport à l'évangélisme galopant aux États-Unis qui cautionne tout et rien à la fois? Oui, mais la Bible aux États-Unis, elle a servi à tout. Elle a servi hier à tout puisque les pères fondateurs américains étaient la 13e tribu d'Israël, les nouveaux conquérants, les vrais juifs presque, qui retrouvaient la terre de Canaan. Ils sont servis de la Bible pour flinguer les Indiens. Mais aujourd'hui, ils servent de la Bible, ils en font une autre lecture, ils s'en servent de la Bible comme un bélier pour la société ouverte. Finalement, dans la Bible, on trouve tout et son contraire. On trouve aussi bien des passages qui justifient un génocide que pour accueillir l'étranger. On lui fait dire ce qu'on veut à la Bible.